Les coussins du canapé avaient épousé la forme de ma colonne vertébrale après 3 semaines de nuits agitées. J'enfonçais mon visage plus profondément dans le tissu rêche, inhalant l'odeur de l'après-rasage de mon fils Mathieu, mêlée aux bougies, à la vanille de sa femme Delphine, une combinaison qui était devenue le parfum de mon exil. À travers les minces cloisons de l'appartement, je pouvais les entendre chuchoter dans leur chambre, leurs voix basses et pressées, discutant de moi comme si j'étais un problème à résoudre, plutôt que la femme qui l'avait élevé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous nous regardez. À 62 ans, je n'aurais jamais imaginé dormir sur un canapé-lit dans le salon de mon propre fils. Toute ma vie réduite à 2 valises cachées derrière le meuble télé. Les papiers du divorce étaient encore chauds de l'imprimante de l'avocat quand Mathieu m'avait offert cette solution provisoire. Ces mots, pas les miens. Provisoire. Comme si la dissolution de mon mariage de 30 ans du jour au lendemain n'était qu'un petit désagrément qui se réglerait tout seul avant Noël. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux blancs immaculés de Delphine, projetant des ombres sur le parquet sur lequel je n'avais pas le droit de marcher avec des chaussures. Chaque règle dans cette maison était tacite mais absolue. Ne pas utiliser les bonnes serviettes, ne pas toucher au thermostat, ne pas cuisiner quoi que ce soit qui pourrait laisser une odeur. J'étais devenue une ombre errant en marge de leur vie parfaite. J'entendis le réveil de Mathieu sonner à 6h15 précise, suivi du bruit de la douche. Delphine serait la suivante, avec sa routine beauté de 20 minutes qui laissait la salle de bain embuée de crèmes hydratantes et de sérums coûteux. Au moment où j'aurais mon tour, il n'y aurait plus d'eau chaude. C'était une petite cruauté, peut-être involontaire, mais elle piquait tout de même. « Maman, tu es levée tôt !» Mathieu apparut à l'entrée de la cuisine, déjà vêtu de son costume anthracite, les cheveux parfaitement coiffés. À 35 ans, il avait hérité de la mâchoire carrée de son père et de mon caractère obstiné, bien qu'il semblât avoir oublié d'où venait ce dernier. « Je n'arrivais pas à dormir !» dis-je, en préparant un café soluble avec de l'eau que j'avais chauffée au micro-ondes. La bonne cafetière était interdite. Le cadeau de mariage de sa mère, m'avait-elle expliqué avec ce sourire crispé qu'elle me réservait. Delphine et moi, on parlait. Il desserra légèrement sa cravate, un tic nerveux de son enfance. On pense qu'il serait peut-être temps pour toi de commencer à chercher des solutions plus permanentes. Le café devint amer dans ma bouche. Des solutions permanentes? Des résidences pour seniors. Elles ont de super programmes maintenant. Des activités sociales, des formules de repas. Sa voix s'éteignit alors qu'il observait mon visage. « Maman, tu sais que ça a toujours été provisoire. » Bien sûr. Je posai ma tasse avec plus de force que nécessaire. Quelle idiote de penser que je pourrais rester jusqu'à ce que je retombe sur mes pieds. Ne sois pas comme ça. Tu sais qu'on veut aider. Aider. Le mot sortit plus sec que je ne l'aurais voulu. Mathieu, hier tu as conduit la mère de Delphine visiter ce nouvel immeuble d'appartements sur la rue des Tilleuls. Celui avec les comptoirs en granit et la buanderie intégrée. Sa pomme d'Adam tressaillit. C'est différent. Brigitte a des besoins spécifiques. Elle a une maison parfaitement convenable qu'elle ne veut pas vendre. Mon besoin spécifique est un endroit pour dormir qui ne soit pas ton canapé. Delphine apparut alors, ses cheveux blonds torsadés en un chignon élégant, déjà habillée pour son travail dans l'agence de marketing. Elle se déplaçait dans la cuisine avec une efficacité étudiée, évitant mon regard pendant qu'elle préparait son smoothie protéiné. « Bonjour Martine », dit-elle sans lever les yeux du mixeur. L'utilisation de mon nom complet au lieu de maman semblait délibérée. Un petit rappel constant que je n'étais pas de la famille. J'étais une invitée qui avait abusé de l'hospitalité. « Bonjour ma chérie ». Je forçai un ton enjoué. Mathieu était justement en train de me parler de vos projets pour le nouvel appartement de ta mère. La main de Delphine s'immobilisa sur le bouton du mixeur. Maman avait besoin d'un changement d'air. La maison était trop grande après le décès de papa. Bien sûr, 4 chambres, c'est énorme pour une personne. Je jetai un regard lourd de sens autour de leurs 3 pièces, où je dormais dans le salon depuis près d'1 mois. Le silence s'étira entre nous comme un fil tendu.
Mathieu se racla la gorge. « Maman, à propos de la chambre du bébé ? Quoi ? À propos de ça ?» Je me tournais pour lui faire face complètement. La chambre d'amis qu'ils utilisaient comme débarras avait été vidée la semaine dernière, peinte d'un jaune doux, en préparation de leur premier enfant. Delphine était à peine visible à 4 mois de grossesse, mais ils avaient déjà commencé à acheter des berceaux et des tables allongées. Delphine a besoin de l'espace pour installer la nurserie. Elle est stressée à l'idée de tout préparer, et avec le bébé qui arrive, je ne suggérais pas d'y dormir en permanence, Mathieu. Juste jusqu'à ce que je trouve un autre endroit où aller. Ma voix resta stable, mais à l'intérieur, quelque chose commençait à se fissurer. Une nuit dans un vrai lit, peut-être 2. Delphine me regarda enfin, ses yeux verts froids et calculateurs. « Martine, je pense que tu ne saisis pas le problème. C'est une question de limite, de ce qui est approprié. » « Approprié ?» Je répétais le mot lentement, goûtant sa saveur amère. Et qu'est-ce qui serait approprié pour une femme dont le mari de 30 ans a décidé de l'échanger contre sa secrétaire ? « Maman, non. Mathieu, laisse-moi comprendre. Ton enfant à naître a plus besoin de sa chambre que ta mère sans abri n'a besoin d'un lit. C'est bien ça ?» La couleur quitta son visage. « Tu n'es pas sans abri. Tu as des options. Papa t'a proposé l'appartement sur la Côte d'Azur. Ton père m'a offert un 2 pièces, à 2000 km de mon unique enfant, à condition que je renonce à ma part de nos biens communs. » Très généreux de sa part. Le smoothie de Delphine vrombit, noyant tout ce que Mathieu aurait pu dire ensuite. Lorsque le mixeur s'arrêta, le silence parut plus lourd qu'auparavant. « Si tu cherchais le confort, » dit enfin Mathieu, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Il fallait rester avec papa. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Je fixais mon fils, cet homme que j'avais porté, nourri, élevé, aimé inconditionnellement pendant 35 ans. Et je vis un étranger, quelqu'un qui pouvait réduire mon mariage, ma douleur, ma vie entière, à une simplification aussi cruelle. Je vois. Je posai ma tasse de café dans l'évier avec un soin exagéré. Merci d'avoir clarifié ma position. Maman, je ne voulais pas dire... Mais je m'éloignais déjà. De retour à mon lit de fortune, de retour à mes valises et à ma honte. Derrière moi, j'entendis Delphine murmurer quelque chose à propos de « amour vache » et de « complaisance », des mots qui me suivirent comme de la fumée. Je passais la journée à rechercher des locations sur mon téléphone, à calculer et recalculer mes maigres économies. Le règlement du divorce était toujours contesté. Mes comptes bancaires joints gelés, pendant que les avocats se disputaient pour savoir qui méritait quoi de notre vie démolie. J'avais exactement 847 € sur mon compte courant personnel. De l'argent que j'avais économisé sur les budgets d'épicerie et les cadeaux d'anniversaire au fil des ans, caché sur un compte dont Vincent n'avait jamais connu l'existence. 847 €. À 62 ans, sans emploi et sans crédit à mon nom, cela aurait aussi bien pu être 8 centimes. Ce soir-là, je marchais jusqu'à l'épicerie du coin, à 3 rues de l'appartement de Mathieu. Le propriétaire, M. Dubois, s'était habitué à ce que j'achète des portions individuelles de tout. Une conserve de soupe, un paquet de crackers, un petit pot de yaourt, de la nourriture qui ne prendrait pas de place dans le réfrigérateur de Delphine, ni ne laisserait de preuve de mon existence. À la caisse, je fixais le présentoir de billets de loto. Le gros lot était de 3 millions d'euros. Déclarait le panneau en lettres rouges vives. 3 millions. Plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé avoir. « Vous vous sentez chanceuse aujourd'hui, Madame Leroy ?» demanda Monsieur Dubois, avec un sourire aimable. Il avait appris mon nom des semaines auparavant. Probablement la seule personne dans ce quartier qui me traitait comme si j'avais de l'importance. Je baissai les yeux sur le billet de 10 € froissé dans ma main. De l'essence pour des entretiens d'embauche qui ne s'étaient pas matérialisés. Ou de la nourriture pour les 2 prochains jours. Ou un flash. « Un flash, s'il vous plaît !» m'entendis-je dire. « Monsieur. » Dubois inséra le billet dans la machine et elle cracha un petit rectangle de papier couvert de chiffres. 7, 14, 23, 31, 42. Numéro chance, 18.
Je fixais les chiffres, essayant de trouver un sens à leur arrangement aléatoire. « Bonne chance !» dit M. Dubois en me rendant ma monnaie. 8 €, tout l'argent qu'il me restait au monde. Je retournai à l'appartement de Mathieu dans la pénombre grandissante. Le billet de loto plié soigneusement dans mon portefeuille, à côté de mes cartes de crédit expirées et de mon certificat de mariage. 2 morceaux de papier tout aussi sans valeur, pensai-je amèrement. L'appartement était vide à mon retour. Un mot sur le comptoir m'informa que Mathieu et Delphine étaient allés dîner dans le nouvel appartement de sa mère. Bien sûr, Brigitte serait en train de montrer ses comptoirs en granit et ses dressings, pendant que je mangeais de la soupe en conserve dans une tasse à café. Je m'installais sur le canapé et allumais les informations du soir, écoutant à moitié le présentateur discuter des conditions de circulation et des prévisions météorologiques. À 23h17 précises, pendant la pause publicitaire, les numéros du loto s'affichèrent à l'écran. 7, 14, 23, 31, 42, numéro chance 18. Je fixai la télévision, certaine d'halluciner. Puis je sortis mon billet, avec des mains tremblantes, et comparai les numéros encore et encore. Chacun d'eux correspondait. Le billet de loto tomba en flottant sur le sol, alors que je m'enfonçais dans les coussins du canapé. 3 millions d'euros. Après impôt. Peut-être 2 millions. Assez pour acheter une maison. Assez pour ne plus jamais dormir sur le canapé de qui que ce soit. Assez pour regarder mon fils dans les yeux et lui dire exactement ce que je pensais de son amour vache. Mais alors que j'étais assise là dans le noir, fixant ces chiffres qui allaient changer ma vie, une seule pensée résonnait dans mon esprit. Si tu cherchais le confort, il fallait rester avec papa. Demain, tout changerait. Ce soir, je les laisserais dormir paisiblement dans leur lit, ignorant béatement que la femme qu'ils avaient rejetée comme un fardeau venait de devenir plus riche qu'ils ne l'avaient jamais rêvé. Je ramassai le billet de loto et le tins à la lumière, regardant ces beaux chiffres danser devant mes yeux. La question n'était pas ce que je ferais avec l'argent. La question était ce que je ferais avec le pouvoir. Je n'ai pas dormi. Comment aurais-je pu? Le billet de loto reposait sur la table basse à côté de moi comme une arme chargée. Son apparence innocente démentait le pouvoir qu'il contenait. Toutes les quelques minutes, je le prenais, vérifiant à nouveau les numéros par rapport à la capture d'écran que j'avais faite de l'émission télévisée. 7, 14, 23, 31, 42. Numéro chance, 18. Chaque fois, la réalité semblait plus surréaliste. 3 millions d'euros. Après impôt, environ 2 millions. Plus d'argent que Vincent et moi n'en avions accumulé en 30 ans de mariage. Plus que ce que Mathieu verrait en une décennie avec son salaire de cadre moyen. L'ironie était presque trop parfaite. Le jour même où mon fils m'avait dit que j'aurais dû rester mariée pour le confort, j'étais devenue financièrement plus sûre qu'aucun d'entre eux. À 5h30, j'entendis le réveil de Mathieu à travers les minces murs. Mon corps était tendu par une énergie nerveuse, chaque muscle crispé par le secret que je portais. Je me forçais à rester immobile, à respirer normalement, à jouer le rôle de la femme vaincue qu'il s'attendait à ce que je sois, juste un peu plus longtemps. Mathieu sortit de la chambre dans sa routine matinale habituelle, les cheveux en désordre, se dirigeant vers sa cafetière. Il traversa la cuisine sans reconnaître ma présence sur le canapé, une habitude qui s'était développée au cours des 3 dernières semaines. J'étais devenue un meuble pour lui, aussi invisible et banal que les coussins que Delphine avait disposés avec tant de soin. « Bonjour », dis-je doucement, juste pour le voir sursauter. « Oh, maman, je ne savais pas que tu étais réveillée. » Il tripota le filtre à café, ses mouvements saccadés. « Écoute, à propos d'hier soir, ce que j'ai dit sur papa, tu pensais chaque mot. » Je me redressai, enroulant la fine couverture autour de mes épaules. Ne nous insulte pas tous les deux, en faisant semblant du contraire. Sa mâchoire se crispa. J'essaie de m'excuser. Non, tu essaies de gérer ta culpabilité. Il y a une différence. Delphine apparut alors, son peignoir de soie immaculé même à l'aube, ses cheveux toujours parfaits de la coiffure de la veille. Elle se dirigea vers le réfrigérateur, sortant les ingrédients pour son smoothie matinal avec une efficacité étudiée. « Bonjour, Martine. » Le nom atterrissait toujours comme une petite gifle. « Comment as-tu dormi »
Merveilleusement bien. Merci de demander. Je souris, et quelque chose dans mon expression la fit s'arrêter, le mixeur à la main. Ah, Mathieu, tu as pensé à prendre ces échantillons de peinture? Je veux finaliser les couleurs de la nurserie ce week-end. Déjà dans la voiture, répondit-il sans me regarder. Maman, nous devons parler de délai. La mère de Delphine vient nous aider pour les préparatifs du bébé le mois prochain et vous aurez besoin du salon. J'acquiesçai calmement. Bien sûr, la famille doit toujours passer en premier. Ils échangèrent un regard, surpris de mon ton raisonnable. Peut-être soulagés que je n'allais pas leur compliquer la tâche. Si seulement ils savaient. Je commencerai à chercher des endroits aujourd'hui, continuai-je, me levant et pliant la couverture avec une précision militaire. J'aurai peut-être même de bonnes nouvelles d'ici ce soir. De bonnes nouvelles? La voix de Delphine portait une note de suspicion. Une femme de mon âge n'a pas beaucoup d'options, mais je suis pleine de ressources. Vous seriez surpris des opportunités qui existent quand on est bien motivé. La tasse de café de Mathieu s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. « Maman, tu ne penses pas à faire quelque chose de spectaculaire, n'est-ce pas ?» Je ris. Un son que je n'avais pas fait depuis des semaines. « Spectaculaire? Mathieu, j'ai 62 ans. La chose la plus spectaculaire que je fasse ces jours-ci est d'acheter la lessive chère. » Mais en rassemblant mes affaires pour une douche, je surpris Delphine en train de m'observer dans le miroir du couloir, ses yeux verts plissés, avec quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. Elle était plus perspicace que Mathieu, plus à l'écoute du sous-texte. Elle sentait que quelque chose avait changé, même si elle ne pouvait pas identifier quoi. Après leur départ au travail, j'ai appelé la Française des Jeux. La femme qui a répondu avait clairement l'habitude de gérer des gagnants sous le choc. « Madame Leroy, félicitations. Nous aurons besoin que vous veniez en personne pour commencer le processus de réclamation. Pouvez-vous venir aujourd'hui? »« Oui, » dis-je, ma voix plus stable que je ne le sentais. « Que dois-je apporter? » Une pièce d'identité avec photo, votre carte de sécurité sociale et le billet gagnant. Nous vous recommandons de le signer au dos, immédiatement, et de le conserver en lieu sûr. Et Madame Leroy, vous voudrez peut-être réfléchir si vous préférez le paiement unique ou la rente. Le paiement unique. Je n'avais pas le temps pour 30 ans de versement progressif. J'avais besoin d'un pouvoir immédiat et indéniable. Le bureau de la loterie était un bâtiment gouvernemental stérile en centre-ville. Le genre d'endroit où les rêves étaient soit réalisés, soit écrasés, avec une efficacité bureaucratique égale. Je me suis assise dans la salle d'attente à côté d'autres espoirs, serrant des billets perdants. Mon billet gagnant scellé dans un sac en plastique, à l'intérieur de mon sac à main. Martine Leroy, un homme d'âge mûr en costume bon marché, appela mon nom. Je suis Jim Martinez, superviseur des réclamations. Félicitations pour votre gros gain. Les 2 heures suivantes furent un tourbillon de paperasse, de processus de vérification et de clauses de non-responsabilité légale. Jim expliqua les implications fiscales, les options de paiement, les formulaires de communiqués de presse. Pendant tout ce temps, je gardais un calme parfait. La divorcée en deuil s'était transformée en femme d'affaires, négociant le contrat de sa vie. Le paiement unique après impôts fédéraux et d'État sera d'environ 1,8 million d'euros, expliqua Jim, faisant glisser une calculatrice sur son bureau. Nous pouvons faire traiter le premier versement dans les 5 jours ouvrables. Parfait. Je signai mon nom d'une main ferme. Et Monsieur Martinez, je préférerais garder cela confidentiel pour le moment. Est-ce possible? Bien sûr. De nombreux gagnants choisissent la discrétion, surtout au début. Vous avez 60 jours avant d'être tenu de réclamer publiquement. 60 jours. Plus qu'assez de temps pour mettre mon plan à exécution. Je suis sortie de ce bâtiment millionnaire, bien que rien n'ait changé visiblement. Je portais toujours les mêmes vêtements de magasin discount, portais toujours le même sac à main usé, conduisais toujours la vieille Honda de Mathieu qu'il m'avait prêtée après le divorce. Mais à l'intérieur, tout était différent. Le poids de l'impuissance s'était levé, remplacé par quelque chose de plus dur et d'infiniment plus dangereux. Au lieu de retourner immédiatement à l'appartement,
Je me suis rendue à la bibliothèque municipale et j'ai passé l'après-midi à faire des recherches. Annonces immobilières dans notre région, valeur des propriétés, stratégie d'investissement. J'avais fait des études d'économie avant que le mariage ne fasse dérailler mes projets de carrière, des compétences que je croyais définitivement enfouies sous 3 décennies de vie domestique. Le soir venu, j'avais identifié 3 propriétés potentielles. Une modeste maison de plain-pied sur 2 hectares en dehors de la ville, un complexe d'appartements en cours de saisie et quelque chose qui fit battre mon pouls plus vite. Une parcelle de 20 hectares avec une vieille ferme actuellement vendue par une famille désespérée de régler rapidement une succession. La propriété de la ferme était parfaite, assez isolée pour l'intimité, assez grande pour des possibilités. Et le prix était juste, 300 000 €, me laissant beaucoup de capital pour les rénovations et autres investissements. Mathieu était déjà rentré quand je suis revenue, assis à l'îlot de cuisine avec son ordinateur portable, Delphine à côté de lui, faisant défiler des sites de meubles pour bébé. « Comment s'est passée la recherche d'emploi ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Productive. » Je posai mon sac à main avec précaution, les papiers du loto cachés à l'intérieur. « J'ai peut-être trouvé quelque chose. »« Oh !» Le ton de Delphine était prudemment optimiste. « Quel genre de travail ?»« Conseil. Une entreprise qui a besoin de quelqu'un avec mon expérience pour évaluer des opportunités d'investissement. » Pas tout à fait un mensonge. Je me consultais certainement moi-même sur des investissements. « Ça semble prometteur, » dit Mathieu, bien que je détecte du scepticisme dans sa voix. « Quand commencerais-tu ?»« Bientôt. Très bientôt. » Je me dirigeais vers le réfrigérateur, me servant des restes de plats à emporter que j'aurais demandé la permission de manger la veille. Je devrais peut-être voyager quelques jours, regarder certaines propriétés que l'entreprise envisage. Des propriétés ? L'intérêt de Delphine s'aiguisa. Pour quel genre d'entreprise ? Entreprises agricoles, agriculture durable, réhabilitation d'animaux. Des marchés en croissance, apparemment. Je pris une bouchée de nourriture chinoise froide, savourant à la fois la saveur et le mensonge. Le poste vient avec un logement, une propriété de l'entreprise. J'observais attentivement leur visage. Le soulagement se mêlait à la suspicion sur l'expression de Mathieu, tandis que Delphine semblait presque déçue, comme si elle s'était réjouie à l'idée de devoir m'expulser. « Maman, c'est une excellente nouvelle. Je suis heureux pour toi. »« L'es-tu vraiment ?» Je croisai son regard directement pour la première fois depuis des semaines. « Parce qu'hier, tu semblais assez convaincu que j'avais fait des erreurs irréversibles, que j'avais choisi mes circonstances. » Il eut la grâce de paraître mal à l'aise. J'étais frustrée. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. « Non, Mathieu. Tu as dit des choses que tu pensais mais que tu aurais souhaité ne pas avoir dites à voix haute. Il y a une différence. » Delphine se racla la gorge. « L'important est que tu ailles de l'avant, que tu trouves ton indépendance. » L'indépendance. Je savourais le mot. Oui, c'est exactement ce que je suis en train de trouver. Cette nuit-là, je m'allongeais sur le canapé pour la dernière fois, fixant le plafond et écoutant mon fils et sa femme murmurer derrière leur porte fermée. Demain, j'irai voir la ferme. D'ici la fin de la semaine, je la posséderai. En un mois, je serai complètement transformée par rapport à la femme qui avait supplié pour une nuit dans la chambre du bébé. Mais la transformation ne suffisait pas. La justice exigeait plus que le succès personnel. Elle exigeait des conséquences pour ceux qui avaient à montrer une cruauté si désinvolte envers quelqu'un qu'ils prétendaient aimer. Alors que je glissais vers le sommeil, je pensais à la maison du gardien que j'avais remarquée sur les photos de l'annonce de la ferme. Une petite structure basique sur la propriété, construite à l'origine pour les employés. Rien de luxueux, juste 4 murs, un toit et le strict minimum de commodité. Parfait pour loger des gens qui se retrouvaient soudainement dans le besoin d'un abri. Parfait pour enseigner des leçons sur la gratitude et l'humilité. Parfait pour la justice qui approchait. Que mon fils s'en rende compte ou non, les numéros sur mon billet de loto semblaient sombrer briller dans l'obscurité. 7, 14, 23, 31, 42. Numéro chance, 18.
Des numéros qui deviendraient bientôt le fondement de tout ce que Mathieu et Delphine pensaient à savoir sur le pouvoir, la famille et les conséquences. Demain, je commencerai à construire ma nouvelle vie. Ce soir, je rêverai de la leur s'effondrant. La ferme se dressait comme un rêve oublié, au bout d'un chemin de gravier sinueux. 20 hectares de pâturage vallonné, s'étendant au-delà de son porche usé par le temps. Je me suis garée dans la Honda empruntée à Mathieu, la poussière retombant autour des pneus, alors que je sortais dans l'air frais du matin. L'agente immobilière, une femme mince nommée Carole, à l'énergie nerveuse et à l'haleine de café, attendait déjà. « Madame Leroy, bienvenue à la métairie. Comme je l'ai mentionné au téléphone, la famille est motivée pour vendre rapidement. » Elle fit un geste vers la maison à 2 étages, avec sa peinture blanche écaillée et ses volets affaissés. Elle a besoin de travaux, mais les fondations sont solides. Construite en 1952, plomberie et électricité entièrement refaites en 2018. Je traversais les pièces avec un calme étudié, bien qu'à l'intérieur je cataloguais chaque possibilité. La cuisine était démodée mais fonctionnelle. Le salon assez spacieux pour la vie que je projetais. À l'étage, 4 chambres offrirent de l'espace pour le sanctuaire que j'envisageais. Pas seulement pour moi, mais pour les animaux que j'avais l'intention de sauver. « Parlez-moi des dépendances », dis-je en suivant Carole à l'extérieur. « Eh bien, il y a la vieille grange. Elle a besoin de quelques réparations au toit, mais elle est structurellement saine. Et là-bas, elle pointa une petite structure à une centaine de mètres de la maison principale. C'est la maison du gardien. Les anciens propriétaires l'utilisaient pour les saisonniers. Je me dirigeais vers la maisonnette d'un pas mesuré, mon cœur battant la chamade, malgré mon extérieur calme. Elle était parfaite dans sa simplicité. Un salon à peine assez grand pour un canapé, une cuisine avec des appareils anciens, 2 petites chambres et une salle de bain qui avait connu de meilleurs jours. Les fenêtres étaient modées propres, mais petites. Les sols en linoléum, bon marché, sur du contreplaqué. C'était exactement ce que méritait quelqu'un qui avait tout perdu dans une mauvaise affaire. « En combien de temps pourrions-nous conclure ?» demandai-je en retournant là où Carole attendait près de sa berline. « L'avocat de la succession pousse pour 30 jours, mais avec du cash. » Elle pencha la tête avec espoir. « 20 jours, tout en cash, sans inspection, en l'état. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Madame Leroy, êtes-vous sûre? Sans inspection. » « Je suis sûre. » Je lui tendis ma carte de visite, imprimée à la hâte ce matin-là, avec le nom de ma nouvelle société de conseil. « Faites préparer les contrats. Je virerai la compte cet après-midi. » 3 semaines plus tard, je me tenais dans ma propre cuisine, regardant le soleil matinal inonder des fenêtres qui m'appartenaient. La transformation avait été rapide et déterminée. J'avais engagé des entrepreneurs pour réparer la grange, mettre à jour la plomberie de la maisonnette et installer des clôtures adaptées aux chevaux et aux petits animaux. La maison principale n'avait reçu que des réparations essentielles. J'avais d'autres priorités pour mon argent. Le refuge pour animaux avait été l'idée de Vincent, ironiquement. Lors d'une de nos dernières disputes amères, il s'était moqué en disant que je devrais aller sauver des chiens errants, puisque j'étais si douée pour recueillir les cas désespérés. Il l'avait dit comme une insulte, mais je l'avais classé comme une inspiration. En un mois, la métairie avait ses premiers résidents. 3 chevaux sauvés d'un centre équestre en faillite, 2 chèvres dont personne ne voulait, et une population tournante de chiens et de chats, du refuge du département. J'avais engagé Gloria, une étudiante en médecine vétérinaire de 23 ans, pour aider aux soins quotidiens. Elle était reconnaissante de vivre dans la plus petite chambre de la maisonnette en échange de son travail et d'un petit salaire. « Madame Leroy, les nouvelles clôtures sont superbes », dit Gloria un matin alors que nous nourrissions les chevaux. « Ces gars sont tellement plus heureux, avec de l'espace pour courir. » Je souris en regardant Tonnerre, un énorme hongre noir, caresser la clôture où je me tenais. « Tout le monde mérite de l'espace pour respirer, Gloria. Tout le monde mérite de se sentir en sécurité. » Je n'avais pas parlé à Mathieu depuis 6 semaines. Il avait appelé 2 fois le premier mois. Un fils dévoué prenant des nouvelles de sa mère déplacée,
Mais j'avais laissé les appels aller sur la messagerie vocale. Ces messages devenaient progressivement plus courts. « Maman, je prends juste des nouvelles. Rappelle-moi. » Puis, je commence à m'inquiéter. « Peux-tu appeler, s'il te plaît ?» Enfin, « Maman, où es-tu » Je n'ai jamais retourné ces appels. Par des connaissances communes, j'appris que la grossesse de Delphine se déroulait bien. Ils avaient terminé la nurserie en jaune et vert pastel, avaient eu une baby shower, où la mère de Delphine jouait l'hôtesse dans son appartement au comptoir de granit. Ils étaient heureux, installés, sûrs de leur choix. Cela rendait ce qui allait suivre encore plus satisfaisant. Le premier signe de problème fut le post LinkedIn de Mathieu. Explore de nouvelles opportunités dans le secteur financier, ouvert à la discussion de possibilités passionnantes. Le jargon d'entreprise pour « j'ai été viré ». En une semaine, Gloria mentionna avoir vu un jeune homme en costume chair poser des questions sur moi à la quincaillerie de la ville. Il avait l'air vraiment stressé, me dit-elle pendant que nous nettoyions les stalles. Il a demandé s'il connaissait Martine Leroy. Il a dit qu'il était votre fils et qu'il vous cherchait. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Que je n'avais jamais entendu ce nom. Techniquement, je ne mentais pas. Vous êtes toujours Madame Leroy pour moi. Fille intelligente. J'avais bien choisi mon aide. Le coup suivant de Mathieu était prévisible. Il engagea un détective privé. L'homme était assez compétent pour retracer mes mouvements jusqu'au bureau de la loterie, découvrir l'achat de la propriété, apprendre ma nouvelle identité d'entrepreneur consultante. Ce qu'il ne pouvait pas découvrir, c'était la source de ma richesse soudaine. J'avais enfoui cette information sous des couches de sociétés écrans et une planification financière minutieuse. 2 mois après avoir disparu de son canapé, Mathieu me retrouva enfin. J'étais dans le pâturage sud en train de brosser le pelage de Tonnerre au soleil de l'après-midi, quand j'entendis un moteur de voiture peiner sur le chemin de gravier. À travers les arbres, j'entrevis une berline argentée familière. La voiture de Mathieu, celle qu'il avait insisté être trop précieuse pour me laisser conduire à des entretiens d'embauche. Je continuais à brosser le flanc de Tonnerre, mon mouvement régulier et calme. La chaleur du cheval rayonnait à travers la brosse, sa respiration profonde et paisible. Il avait été si craintif à son arrivée, effrayé par chaque mouvement brusque. Maintenant, il se tenait tranquillement, confiant. « Maman !» La voix de Mathieu traversa le pâturage, incertaine, et d'une manière ou d'une autre plus petite que dans mon souvenir. Je ne me retournai pas. « Maman, je sais que tu m'entends. » Tonnerre hennit doucement, tournant sa grosse tête vers le son. Je lui grattais derrière les oreilles, murmurant des paroles rassurantes. Finalement, je levai les yeux. Mathieu se tenait à la clôture, portant toujours ses vêtements de bureau, bien que ce soit samedi. Ses cheveux étaient en désordre, sa chemise habituellement impeccable, froissée. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas bien dormi. « Bonjour, Mathieu. »« Maman, qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Tu as disparu. Tu ne réponds pas aux appels. Et maintenant, je te trouve dans une ferme à jouer avec des chevaux. » Je posai la brosse et marchai lentement vers la clôture, Tonnerre me suivant comme un chien fidèle. « C'est ma maison. Ce sont mes animaux. Je suis exactement là où je suis censée être. »« Ta maison ?» Sa voix se brisa légèrement. « Maman, comment peux-tu te permettre ça ? Le détective a dit que tu avais acheté cet endroit cash. Où as-tu trouvé autant d'argent ? » « Au même endroit que n'importe qui, Mathieu. Je l'ai gagné. »« En faisant quoi ? Tu n'as pas travaillé depuis 30 ans ?» Je croisai son regard à travers les lisses de la clôture. « J'ai travaillé toute ma vie. Je n'étais juste pas payé pour ça. » Il passa ses mains dans ses cheveux. Un autre geste d'enfance qui aurait adouci mon cœur il y a quelques mois, à peine. Maintenant, cela ressemblait simplement à de la faiblesse. « Écoute, je sais que nous avons eu des conversations difficiles avant que tu ne partes. »« Avant que je ne parte ?» Les mots sortirent plus secs que prévu. « Mathieu, tu m'as mise dehors. Tu m'as littéralement dit que j'aurais dû rester mariée si je voulais du confort. » J'étais frustrée. La situation était compliquée. Pour toi. C'était compliqué pour toi. Je me détournais de la clôture, retournant vers Tonnerre.
Pour moi, c'était assez simple. Mon fils a choisi le confort de sa femme, au détriment de la dignité élémentaire de sa mère. Ce n'est pas juste. Je me retournai vivement, et Mathieu recula d'un pas devant ce qu'il vit sur mon visage. Juste? Tu veux discuter de ce qui est juste? Parlons de l'appartement de 4 pièces de ta belle-mère pendant que je dormais sur ton canapé. Parlons du fait qu'on m'ait dit que je ne pouvais pas utiliser ta douche avant que toi et Delphine n'ayez fini. Parlons du fait d'avoir demandé une nuit dans un vrai lit et de m'entendre dire que j'avais choisi mes circonstances. « Maman, s'il te plaît, je n'ai pas fini. » Ma voix claqua à travers le pâturage comme un coup de fouet. Parlons des 27 ans de fête d'anniversaire que j'ai organisés, des matins de Noël que j'ai orchestrés, des genoux écorchés que j'ai pansés, des cauchemars que j'ai chassés. Parlons des frais de scolarité que j'ai insisté pour que ton père paie, même quand l'argent était rare. Parlons du mariage que j'ai aidé à planifier et pour lequel j'ai payé, même si Delphine a clairement fait savoir que j'étais un inconvénient dans sa journée parfaite. Le visage de Mathieu était devenu pâle. « Je sais que tu t'es sacrifié. » « Sacrifié ?» Je ris, un son sans chaleur. « Mathieu, je ne me suis pas sacrifié. J'ai investi 35 ans de ma vie dans un être humain dont je croyais qu'il m'aimerait assez pour m'offrir plus qu'un canapé quand j'avais besoin d'aide. Je t'aime, c'est pour ça que je suis là. Non, tu es là parce que ton petit monde confortable s'effondre et que tu as besoin de quelque chose de moi. » Je retournai à la clôture, assez près pour voir les ridules autour de ses yeux, l'ombre du désespoir qu'il essayait de cacher. « Dis-moi, comment se passe la recherche d'un nouvel emploi ?» Sa bouche s'ouvrit et se ferma comme un poisson, cherchant de l'air. « Oh, tu penses que je ne sais pas, Mathieu? Je suis peut-être une femme de 62 ans qui dormait sur ton canapé il y a 2 mois. Mais je ne suis pas stupide. Je sais que Henderson et associés t'ont licencié. Je sais pour le compte Morrison Backley qui leur a coûté un demi-million. Je sais pour le bail de l'appartement que tu ne peux pas te permettre et les cartes de crédit que tu épuises pour maintenir le style de vie de Delphine. Comment pourrais-tu... De la même manière que je sais que la mère de Delphine ne paie pas pour ce nouvel appartement. De la même manière que je sais que tu t'es porté garant, seul pour satisfaire ta femme. » Je souris, et Mathieu tressaillit visiblement. « L'information n'est qu'une autre forme de monnaie, mon fils. Et contrairement à toi, j'ai appris à dépenser la mienne judicieusement. » Derrière lui, je remarquai un camion de déménagement qui montait le chemin. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je d'un ton neutre. Mathieu se retourna, ses épaules s'affaissant en voyant le camion. Delphine sortit du siège passager, sa grossesse maintenant clairement visible à 7 mois. Son apparence habituellement soignée était légèrement effilochée sur les bords. « Maman, on a besoin d'aide, » dit enfin Mathieu, les mots lui arrachés comme une confession. « L'appartement, c'est fini. La banque a rappelé notre prêt. Nous n'avons nulle part où aller. » Je regardais Delphine s'approcher de la clôture, ses yeux verts scrutant la propriété, les animaux, la prospérité évidente que j'avais construite pendant qu'ils luttaient. Quand elle nous rejoignit, elle me regarda directement pour la première fois depuis ce matin-là dans leur cuisine. « Bonjour, Martine. Bonjour, Delphine. » Je me tournai vers Mathieu. « Et tu es venue ici parce que nous sommes une famille, » dit-il désespérément. « Parce que malgré tout, tu es toujours ma mère. » Je les regardais tous les deux. Mon fils qui m'avait jeté quand j'étais un inconvénient. Sa femme qui m'avait traité comme une invitée indésirable dans leur maison. Maintenant, ils se tenaient devant moi, sans abri et désespérés, s'attendant à ce que la femme qu'ils avaient mat méprisée les sauve. « Pense à ton petit-fils, » dit soudain Delphine, sa main se posant protectrice sur son ventre arrondi. Je pensais à lui. Je pensais à l'enfant qui apprendrait la loyauté familiale de ces 2 personnes. Je pensais aux valeurs qu'il absorberait sur la façon de traiter les gens quand ils sont vulnérables. Je pensais à quel genre d'homme il pourrait devenir. C'est alors que je souris et me dirigeai vers la maisonnette où Gloria observait depuis le porche, appréciant clairement le spectacle. « Gloria, pourriez-vous montrer à nos invités leur logement ?»
Gloria descendit du porche de la maisonnette avec la grâce aisée de quelqu'un qui est exactement à sa place. À 23 ans, elle possédait le genre de confiance qui vient du fait de connaître sa valeur, quelque chose que j'avais oublié jusqu'à récemment. Elle fit un signe de tête à Mathieu et Delphine, avec un désintérêt poli, comme si des gens désespérés avec des camions de déménagement se présentaient à notre porte tous les jours. « Madame Leroy ?» demanda-t-elle, bien que ses yeux pétillent d'un amusement à peine contenu. « Gloria, voici mon fils Mathieu et sa femme Delphine. Ils vont rester dans la maisonnette. » Je fis une pause, laissant les mots s'installer. Provisoirement, bien sûr. Le visage de Delphine passa par une série d'expressions. Espoir, confusion, et finalement quelque chose approchant l'horreur, alors qu'elle regardait vraiment la petite structure derrière Gloria. « Martine, c'est très généreux de ta part, mais nous espérions… » « Vous espériez quoi, exactement ?» Je gardais ma voix agréable, conversationnelle. « La maison principale ? Ma chambre ? Mon espace ?» Mathieu s'avança rapidement. « Maman, nous sommes reconnaissants pour tout. Nous avons juste besoin d'un endroit où rester le temps de nous remettre sur pied. Bien sûr que vous en avez besoin. » Je me dirigeais vers la maisonnette, leur faisant signe de me suivre. « Venez, laissez-moi vous faire visiter votre nouveau chez vous. » La porte d'entrée de la maisonnette donnait directement sur le salon. Un espace à peine assez grand pour le canapé élimé que Gloria avait trouvé dans un dépôt-vente et la petite télévision fixée au mur. La cuisine était visible depuis la porte d'entrée, ses appareils jaunis et ses comptoirs en stratifié ébréché, un contraste saisissant avec le granit et l'acier inoxydable auquel il s'était habitué. « C'est douillet !» dit faiblement Delphine, sa main manucurée traînant sur le comptoir en formica usé. « Il y a tout ce dont vous avez besoin, » répondis-je. « L'eau courante, l'électricité, le chauffage, plus que ce que beaucoup de gens ont. » J'ouvris les placards pour révéler de la vaisselle basique, des verres dépareillés, le genre de fourniture de cuisine que l'on trouve dans un magasin discount. Gloria utilisait la deuxième chambre, mais elle déménage ses affaires dans la maison principale aujourd'hui. Vous aurez les 2 chambres pour vous. Mathieu jeta un coup d'œil dans le couloir étroit. Les 2 chambres ? Eh bien, l'une est assez petite. Probablement juste ce qu'il faut pour une nurserie, cependant. Quand le bébé arrivera. Je souris au visage pâle de Delphine. Vous vouliez bien penser à votre petit-fils, n'est-ce pas ? La visite se poursuivit à travers la salle de bain exiguë, avec sa baignoire tachée, et les 2 chambres, l'une à peine assez grande pour un lit double, l'autre dimensionnée pour un enfant. Tout était propre mais usé, fonctionnel, mais sans aucun soupçon de luxe ou de confort. « C'est temporaire », dit Mathieu, bien qu'il semblât essayer de se convaincre autant que nous. « Juste jusqu'à ce que je trouve un autre emploi. Le marché est difficile en ce moment, mais quelque chose se présentera. J'en suis sûre. » Je retournai dans le salon, mes pas résonnant sur le sol mince. « Il y a quelques règles de la maison dont nous devrions discuter. » Delphine s'affaissa sur le canapé, sa grossesse rendant ses mouvements maladroits. « Des règles ? C'est une ferme en activité. Nous commençons tôt. Horaire de nourrissage à 5 heures du matin. Les animaux se fichent de la commodité humaine. » Je les énumérais sur mes doigts. Pas de musique forte ou de télévision après 21 heures. Les chevaux sont sensibles au bruit. Pas de visiteurs non autorisés sans approbation préalable. Pas d'alcool sur la propriété. Ça effraie les animaux du refuge. Et tout le monde contribue au travail. Pas d'exception. Du travail ? La voix de Mathieu monta plus haut. « Maman, Delphine est enceinte de 7 mois. Elle ne peut pas faire de travaux agricoles. Alors je suppose que tu devras travailler 2 fois plus dur pour compenser. » Je le regardai fixement dans les yeux. « Sauf si tu préfères trouver d'autres logements. » Le silence s'étira entre nous comme un fil tendu. À travers la fenêtre de la maisonnette, je pouvais voir leurs camions de déménagement chargés de cartons, de meubles, les vestiges de leur vie confortable. Ils n'avaient nulle part où aller, et nous le savions tous. « Le travail commence demain, » continuai-je. « Gloria vous montrera la routine. Nourrir, nettoyer les stalles, réparer les clôtures,
Entretien général. C'est un travail honnête, bon pour forger le caractère. Le sang-froid de Delphine finit par craquer. Martine, c'est insensé. Nous ne sommes pas des ouvriers agricoles. Mathieu a un diplôme universitaire, une carrière. Avait, corrigeai-je doucement. Il avait une carrière. Maintenant, il a l'opportunité d'apprendre la valeur du travail physique. Je me tournai vers mon fils, qui me regardait comme si j'étais devenue une étrangère. « Mathieu, te souviens-tu quand tu avais 8 ans et que tu voulais ce vélo cher pour ton anniversaire ?» Son front se plissa. « Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit ? Je t'ai dit que si tu le voulais, tu devrais gagner la moitié de l'argent toi-même. Tu as tondu des pelouses tout l'été, économisé chaque centime. Quand septembre est arrivé, tu avais ton vélo et quelque chose de plus précieux. Tu as compris ce que les choses coûtaient, réellement. Maman, c'était différent. J'étais un enfant qui apprenait une leçon. Et que es-tu maintenant ? La question flotta dans l'air comme de la fumée. Parce qu'il y a 2 mois, tu étais un homme qui disait à sa mère sans abri qu'elle aurait dû rester mariée si elle voulait du confort. Aujourd'hui, tu es un homme qui demande à cette même mère un abri. Alors dis-moi, Mathieu, que es-tu exactement maintenant ? Son visage devint rouge. Je suis ton fils. Oui, tu l'es. Et c'est la seule raison pour laquelle tu es debout dans cette maisonnette, au lieu de dormir dans ta voiture. Je me dirigeai vers la porte. Gloria vous apportera quelques fournitures de base. Serviettes, draps, savon. Il y a une machine à laver et un sèche-linge au sous-sol de la maison principale. Vous pouvez les utiliser 2 fois par semaine. Attends. Delphine se leva avec difficulté, la main pressée sur le bas de son dos. Et les soins médicaux ? J'ai des rendez-vous, des visites prénatales. L'hôpital est à 40 minutes d'ici. Il y a une Honda Civic dans la grange. Modèle 2018. Transport fiable. Vous pouvez l'utiliser pour les nécessités, les rendez-vous médicaux, les courses en ville. Les clés sont sur un crochet près de la porte de la grange. La bouche de Mathieu tomba. Tu as une voiture qui attend dans la grange ? J'ai plusieurs choses dont tu ne sais rien, Mathieu. J'ai découvert que je suis assez douée pour acquérir des actifs quand je suis bien motivée. Ce soir-là, je m'assis sur mon porche avec un verre de vin, regardant Mathieu et Delphine décharger leurs affaires. Gloria avait déménagé ses quelques possessions dans la maison principale avec une efficacité joyeuse, affirmant qu'elle préférait la chambre plus grande et la salle de bain privée que je lui avais offerte à l'étage. « C'est mieux que la télé !» dit Gloria, s'installant dans la chaise à côté de moi avec son propre verre. Le visage de cette femme quand elle a vu la cuisine. « Delphine est habituée à certains standards, » répondis-je. « Ce sera éducatif. » À travers les fenêtres de la maisonnette, je pouvais les voir se déplacer dans les espaces exigus, essayant de trouver où mettre leur lit king size dans une chambre conçue pour un lit double. Comment faire entrer leur vaste garde-robe dans un placard de la taille d'une cabine téléphonique. Les arrangements soignés de Delphine avec des coussins et des objets décoratifs semblaient absurdes dans le salon basique. « Madame le roi, » dit soigneusement Gloria, « puis-je vous demander pourquoi vous faites ça, ouais, ça ? Je veux dire, c'est votre famille. Le sont-ils » Je sirotais mon vin, regardant Mathieu lutter avec un carton qui était clairement trop lourd pour lui. Gloria, qu'est-ce qui fait de quelqu'un une famille ? La biologie, les documents légaux ou la façon dont il vous traite quand vous êtes vulnérable ? Elle resta silencieuse un moment. Mes parents m'ont mise à la porte quand j'ai fait mon coming out. Ils ont dit que je n'étais plus leur fille si j'allais vivre dans le péché. La mère de ma petite amie m'a accueillie, m'a aidée à postuler à l'université, à co-signer mes prêts étudiants. Elle est plus ma famille que les gens qui partagent mon ADN. Exactement. La famille, c'est ce que l'on construit, pas ce dans quoi on est. Comme invoqué par notre conversation, Mathieu apparut sur le porche de la maisonnette. Même de loin, je pouvais voir l'épuisement dans ses épaules. La façon dont il regardait les champs qui s'assombrissaient, comme un homme contemplant des voies de fuite qu'il n'avait pas. « Il a l'air perdu », observa Gloria. « Il est perdu. Pour la première fois de sa vie d'adulte,
Mathieu fait face aux conséquences de ses choix. C'est terrifiant quand on est habitué à ce que d'autres personnes absorbent le coût de son confort. Mon téléphone vibra. Un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. « Martine, c'est Delphine. Pourrions-nous parler en privé ?» Je montrai le message à Gloria qui renifla de rire. « Oh, ça devrait être bon. Tu veux que je fasse du popcorn ? Ce ne sera pas nécessaire. Mais garde un œil sur eux. Je soupçonne que ce n'est que le début. » Je me dirigeais vers la maisonnette, mes pas bruyants sur le chemin de gravier. Delphine m'attendit à la porte, son sang-froid antérieur complètement abandonné. Ses cheveux étaient ramenés en une queue de cheval désordonnée, ses vêtements de maternité coûteux, froissés par le déballage. « Martine, nous devons parler. » Bien sûr que nous le devons. J'entrai, notant comment leurs meubles submergeaient le petit espace. Leur canapé d'angle en cuir occupait la moitié du salon, rendant les déplacements difficiles. « Je vois que vous vous installez. »« Ce n'est pas s'installer, c'est... » Elle fit un geste impuissant autour de la pièce. « C'est une punition, n'est-ce pas? Je vous ai offert un abri quand vous n'en aviez pas. Je fournis le transport, les services publics, un endroit pour élever votre enfant. Beaucoup de gens considéreraient cela comme de la générosité. Vous savez exactement ce que c'est. » Les yeux verts de Delphine flamboyaient de colère. « Vous nous humiliez, nous faites vivre comme... » « Comme quoi, Delphine? Comme des gens qui n'ont pas de comptoir en granit et de dressing. Comme des gens dont les circonstances ont changé sans que ce soit de leur faute. Comme des femmes dont le mariage s'est terminé et qui se retrouvent dépendantes de la gentillesse de leur famille. » Elle eut la grâce de détourner le regard. « Dites-moi, » continuai-je, m'installant sur leur canapé surdimensionné. « Comment se sent-on de dormir quelque part qui n'est pas vraiment à soi? D'utiliser une salle de bain qui appartient à quelqu'un d'autre? De s'inquiéter de savoir si l'on est le bienvenu ou juste toléré? »« J'ai compris, » murmura-t-elle. « Oh, je ne pense pas. Vous voyez, Delphine, j'ai passé 3 semaines à apprendre ces sentiments. Vous aurez beaucoup plus de temps pour les comprendre vraiment. » Mathieu apparut dans l'embrasure de la porte, ayant clairement entendu au moins une partie de notre conversation. « Maman, combien de temps comptes-tu nous garder ici? »« Vous garder ?» Je me levai, lissant ma jupe avec un soin délibéré. « Mathieu, personne ne te garde nulle part. Tu es libre de partir quand tu le souhaites. Tu as une voiture. Tu as tes biens. Vous avez l'un l'autre. Tu peux partir tout de suite si tu préfères d'autres arrangements. » Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. Je pensais bien. Je me dirigeai vers la porte. « Le petit déjeuner est à 6 heures. Gloria vous montrera la routine de nourrissage. Nous verrons à quelle vitesse vous vous adaptez à vos nouvelles circonstances. » En retournant à la maison principale, j'entendis les sanglots étouffés de Delphine à travers les fenêtres de la maisonnette. Une partie de moi, une petite partie faible que j'apprenais à faire taire, voulait retourner la réconforter, rendre cela plus facile. Mais le confort, comme mon fils me l'avait appris, était quelque chose que l'on gagnait. Et il commençait à peine à en comprendre le prix. 6 mois plus tard, je me tenais dans ma cuisine, regardant le lever du soleil peindre les pâturages d'or. Une tasse de vrai café, le genre cher, réchauffant mes mains. À travers la fenêtre, je pouvais voir Mathieu nettoyer la stalle de tonnerre, ses mouvements maintenant efficaces, ses mains douces, d'homme d'affaires calleuse, après des mois de travail honnête. La transformation avait été remarquable à observer. « Bonjour, Madame Leroy. » Gloria apparut dans l'embrasure de la porte, le bébé Guillaume gazouillant joyeusement dans ses bras. À 3 mois, c'était un bel enfant. Des cheveux noirs comme son père, les yeux verts de Delphine, et un tempérament qui semblait miséricordieusement calme, étant donné les circonstances de sa naissance. « Bonjour, Gloria. Comment a-t-il dormi? »« Comme un ange. » Delphine est encore épuisée, cependant. Je lui ai dit que je prendrais la première tétée pour qu'elle puisse se reposer. Gloria s'installa sur la chaise de cuisine que j'avais tirée près de la fenêtre il y a des mois, ajustant Guillaume contre son épaule, avec une aisance étudiée. C'était remarquable avec quelle naturalité Gloria avait assumé le rôle de grand-mère de substitution lorsque Delphine avait accouché 6 semaines en avance. « Le stress », avait dit le médecin. «
C'est Gloria qui les avait conduits à l'hôpital, qui avait fait les 100 pas dans la salle d'attente, qui les avait ramenés à la maisonnette, où un berceau occupait maintenant la plupart de la plus petite chambre. J'avais rendu visite exactement une fois, apportant une tourte et une courte pointe faite à la main que j'avais trouvée à un marché artisanal local. Delphine avait pleuré en la voyant, les premières larmes sincères que je voyais d'elle, nées de l'épuisement et de la gratitude, plutôt que de l'apitoiement sur soi. « Madame le roi !» avait-elle murmuré, tenant Guillaume pendant que j'étalais la courte pointe sur le canapé élimé de la maisonnette. « Je sais ce que c'est, ce que vous faites, mais il est innocent dans tout ça. »« Oui, » avais-je convenu, lissant les bords de la courte pointe. « Il l'est. C'est pourquoi il a un toit sur la tête, de la nourriture dans le ventre, et des gens qui l'aiment. » J'avais alors croisé son regard, y voyant quelque chose que je n'attendais pas. L'acceptation. Ce qu'il n'a pas, c'est une grand-mère qui permettra à ses parents de prendre cet amour pour acquis. Maintenant, en regardant Gloria gazouiller à Guillaume, pendant que Mathieu travaillait dans la grange, je ressentis quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La paix. Pas le silence désespéré de la survie, mais la satisfaction profonde de la justice rendue et des leçons apprises. « Il devient plus fort », dit Gloria, suivant mon regard vers Mathieu. « Physiquement et autrement. » Elle avait raison. Le cadre effacé qui m'avait mise dehors 6 mois auparavant avait été remplacé par quelqu'un de plus mince, de plus stable, de plus réfléchi. Le travail physique avait consumé son arrogance d'entreprise, et l'inversion complète des dynamiques de pouvoir lui avait appris l'humilité d'une manière qu'aucun séminaire de motivation n'aurait pu le faire. « Hier, il m'a posé des questions sur l'expansion du programme de sauvetage, » continua Gloria. « Il a dit qu'il avait réfléchi à la façon dont nous pourrions accueillir plus de chevaux, peut-être du bétail de cette ferme qui ferme au nord. » « Vraiment ?» Je sirotais mon café, pas surprise, mais satisfaite. Mathieu avait toujours été intelligent. Il avait simplement eu besoin que ses hypothèses soient remises en question pour se souvenir comment penser, au-delà de son confort immédiat. Et Delphine aide à la comptabilité. Elle est en fait assez douée avec les chiffres, meilleure que moi. De toute façon, c'était nouveau. Depuis quand? Environ 1 mois maintenant. Elle a demandé s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour aider avec la partie commerciale pendant qu'elle allait. Elle dit qu'elle avait une licence en comptabilité avant de passer au marketing. Gloria déplaça Guillaume sur son autre bras. Je pense qu'elle essaie de prouver qu'elle a sa place ici. À travers la fenêtre, je regardais Mathieu sortir de la stalle de Tonnerre et se diriger vers la maisonnette. Sa démarche était différente maintenant, moins pressée, plus déterminée. Il s'arrêta à la porte de la maisonnette, regardant en arrière vers la maison principale, et je le vis remarquer ma silhouette à la fenêtre de la cuisine. Il leva la main dans un salut hésitant. Je ne lui rendis pas son salut, mais je ne me détournai pas non plus. Ce sont des personnes différentes de ce qu'elles étaient il y a 6 mois, dit doucement Gloria. Nous le sommes tous. C'était vrai. La femme qui avait dormi sur ce canapé, qui avait supplié pour une nuit dans un vrai lit, qui avait accepté la cruauté comme le prix du lien familial, elle était partie. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, mais d'infiniment plus substantiel. Quelqu'un qui comprenait que l'amour sans respect n'était que manipulation, que la famille sans réciprocité n'était qu'exploitation. Guillaume fit un bruit doux, et Gloria commença à le bercer doucement. « Madame le roi, puis-je vous demander quelque chose ? » « Bien sûr. Que se passe-t-il maintenant ? Je veux dire, ils ont appris ce que vous vouliez qu'ils apprennent. Mathieu travaille plus dur que quiconque que j'ai jamais vu. Et Delphine, ce n'est pas la même personne qui vous appelait Martine, comme si c'était un gros mot. Alors, quel est le but final ici ? C'était une question juste, une que je me posais moi-même au fil des mois, et que la maisonnette devenait moins une prison et plus un foyer pour la famille de mon fils. Que penses-tu qu'il devrait se passer ? Gloria resta silencieuse un long moment, son attention apparemment concentrée sur les petits doigts de Guillaume, enroulés autour des siens. « Je pense, dit-elle enfin,
que certaines personnes méritent une seconde chance. Mais je pense aussi que les secondes chances doivent être gagnées, pas données. Et tu penses qu'ils en ont gagné une? Je pense qu'ils essaient. Mathieu s'est excusé auprès de moi la semaine dernière. Pourquoi? Pour la façon dont ils vous ont traité. Il a dit qu'il y avait réfléchi à la façon dont il vous avait fait sentir invisible et indésirable. Et il s'est rendu compte qu'il m'avait traité de la même manière quand je suis arrivée, comme si j'étais juste une employée au lieu d'une personne. Cela me surprit. En tous nos mois ensemble, Mathieu ne s'était jamais excusé directement auprès de moi. Il avait travaillé plus dur, s'était moins plaint, avait montré plus de considération. Mais il n'avait jamais réellement reconnu ce qu'il avait fait de mal. Que lui as-tu dit? Que les excuses, c'est bien, mais que les actions comptent plus. Et que ce n'était pas vraiment à moi qu'il devait s'excuser. Fille intelligente. J'avais bien choisi mon allié. Un coup à la porte arrière interrompit mes pensées. À travers la vitre, je pouvais voir Delphine tenant un dossier manille, ses cheveux soigneusement tressés, son visage montrant le sang-froid étudié de quelqu'un se préparant à une conversation difficile. « Entrez !» appelai-je. Delphine entra avec hésitation, comme si elle pénétrait en territoire interdit. Dans les mois qui avaient suivi la naissance de Guillaume, elle n'était venue à la maison principale que 3 fois. Une fois pour son accouchement d'urgence, une fois lorsque le chauffe-eau de la maisonnette était tombé en panne, et une fois lorsqu'une fièvre nocturne l'avait plongée dans une panique qui avait nécessité les connaissances médicales de Gloria et mes clés de voiture. « Bonjour Martine. » Gloria. Elle nous fit un signe de tête à toutes les deux, puis se concentra sur son fils dans les bras de Gloria. « Comment va mon garçon ce matin? »« Parfait comme toujours, » dit Gloria, proposant de le lui passer. Delphine secoua la tête. « En fait, j'espérais que nous pourrions parler, toutes les 3. » Je fis un geste vers la table de la cuisine. « Asseyez-vous. » Delphine posa le dossier manille avec précaution devant elle, ses mains tremblant légèrement. « J'ai travaillé sur les finances du refuge, comme Gloria l'a mentionné. J'ai organisé les reçus, suivi les dépenses, cherché des moyens d'améliorer l'efficacité, et j'ai trouvé des choses que je pense que vous devriez voir. » Elle ouvrit le dossier, révélant des feuilles de calcul imprimées sur notre vieille imprimante de la maisonnette, des colonnes de chiffres dans l'écriture soignée de Delphine. « Martine, cet endroit est incroyable. Le refuge a aidé plus de 60 animaux en 6 mois. Les frais d'adoption et les dons couvrent la plupart des coûts de fonctionnement. Mais, plus que ça, elle sortit une 2e feuille, celle-ci montrant des chiffres différents. Vous avez créé quelque chose de durable, quelque chose qui pourrait grandir. Avec les bons investissements, peut-être quelques demandes de subventions. Cela pourrait devenir une installation régionale majeure. » J'étudiais les papiers, impressionnée malgré moi. Delphine avait identifié des économies de coûts que j'avais manquées, des sources de revenus potentiels que je n'avais pas envisagées, des opportunités de croissance qui pourraient tripler notre capacité en 2 ans. « C'est un excellent travail, » dis-je enfin. « Merci. » Les épaules de Delphine se détendirent légèrement. « Martine, je sais pourquoi nous sommes ici. Je sais de quoi il s'agissait, et je sais que nous le méritions. » Gloria bougea sur sa chaise, Guillaume dormant paisiblement dans ses bras, apparemment inconscient du poids de la conversation qui se déroulait autour de lui. « Mathieu et moi avons parlé, » continua Delphine, « de tout, de la façon dont nous vous avons traité, du genre de personnes que nous sommes devenus quand les choses étaient confortables pour nous, du genre de parents que nous voulons être pour Guillaume. Et quel genre est-ce? Le genre qui lui apprend que la famille, c'est être là quand les gens ont besoin de vous. Le genre qui modèle la gratitude au lieu du sentiment de dû. Le genre qui comprend que l'amour est un verbe, pas seulement un sentiment. » Je me penchai en arrière sur ma chaise, étudiant cette femme qui m'avait autrefois rejetée comme un inconvénient dans sa vie parfaite. « Ce sont de belles paroles, Delphine. Mais comme l'a dit Gloria, les actions comptent plus. Je sais. C'est pourquoi je voulais vous montrer ça. » Elle sortit un dernier document, en tête officielle, langage juridique, signatures en bas.
Mathieu et moi voulons vous céder la maisonnette à titre permanent, sans loyer, sans condition. Nous y vivons depuis 6 mois et nous aimerions continuer à y vivre si vous nous acceptez. Pas en tant que famille qui profite, mais en tant qu'employés qui gagnent leur place. Le document était un contrat de bail formel rédigé par un avocat en ville, offrant leur service en tant que gérant de ferme à temps plein, en échange d'un logement et de modestes salaires. Il était complet, professionnel et totalement inutile. « Pourquoi ?» demandai-je. Les yeux de Delphine se remplirent de larmes, mais sa voix resta ferme. « Parce que vous nous avez donné plus qu'un abri, Martine. Vous nous avez donné la chance de devenir des personnes que nous pouvions respecter. Des personnes dont Guillaume pourrait être fier. Des personnes qui méritent de faire partie de ce que vous avez construit ici. » À travers la fenêtre, je vis Mathieu charger des bottes de foin sur le camion. Son mouvement fort et sûr. Il y a 6 mois, il aurait engagé quelqu'un d'autre pour faire ce travail. Maintenant, il était fier de le faire lui-même, de bien le faire. « Il y a autre chose, » dit doucement Delphine. « Quelque chose que Mathieu ne sait pas que je vous dis. » J'attendis. Il parle de vous à Guillaume. Tous les soirs, quand il le couche, il lui raconte des histoires sur sa grand-mère, sur votre intelligence, votre force, tout ce que vous avez sacrifié pour les gens que vous aimez. Il ne l'a jamais dit en face, mais il sait ce qu'il a perdu quand il a choisi la cruauté plutôt que la gentillesse. Gloria se leva doucement, portant Guillaume vers la porte. « Je vais vous laisser un peu d'intimité. » Quand nous fûmes seuls, Delphine tendit la main sur la table et toucha la mienne. Le premier contact physique que nous avions eu depuis le jour où elle était arrivée désespérée à ma porte. « Martine, je ne peux pas défaire ce que nous vous avons fait. Mais je peux vous promettre que si vous nous donnez la chance, nous passerons le reste de nos vies à prouver que nous en avons tiré des leçons. » Je baissai les yeux sur nos mains jointes, les siennes douces, mais plus manucurées. Les miennes calleuses, après des mois de travail physique que j'avais découvert, appréciaient réellement. 2 femmes qui n'avaient pas commencé comme adversaires, unies maintenant par la petite personne dormant dans les bras de Gloria, et la sagesse durement acquise qui vient de la survie à ses propres pires impulsions. « La maisonnette est à vous, » dis-je enfin. « Pas comme un cadeau, mais comme ce que vous avez gagné. » Les larmes de Delphine vinrent alors, des mois de gratitude et de soulagement retenus se déversant sur ma table de cuisine. « Mais Delphine, » continuai-je, et elle leva les yeux à travers ses larmes, « si jamais vous me faites à nouveau sentir invisible, si jamais vous traitez mon amour comme quelque chose auquel vous avez droit plutôt que quelque chose dont vous êtes reconnaissante, cet arrangement prend fin. Pas de seconde chance, pas d'explication. Sommes-nous clairs ? Limpide. » Je fis un signe de tête vers la fenêtre, où Mathieu sécurisait la cargaison. « Et votre mari ? » Il sait. Il attendait que je trouve le courage d'avoir cette conversation. Alors qu'elle essuyait ses yeux, avec le dos de sa main. Il a dit de vous dire qu'il est prêt à s'excuser quand vous serez prête à l'entendre. Je me levai, marchant vers la fenêtre pour regarder mon fils travailler. Il se déplaçait avec détermination maintenant, avec une dignité gagnée par la sueur et l'humilité. Le cadre effacé était parti, remplacé par quelqu'un que je pouvais réellement respecter. « Dites à Mathieu, » dis-je sans me retourner, « que les excuses c'est bien, mais que je suis plus intéressée par l'homme qu'il devient que par celui qu'il a été. » Dehors, Tonnerre hennit depuis son pâturage, et Mathieu leva les yeux au son, souriant au cheval qu'il avait autrefois terrifié. Il y a 6 mois, mon fils avait peur de tout ce qui exigeait un vrai travail, un vrai courage, une vraie croissance. Maintenant, il n'avait peur de rien, sauf de perdre ce qu'il avait finalement appris à apprécier. Ça, pensais-je, alors que Delphine rassemblait ses papiers et retournait à la maisonnette où sa famille l'attendait, c'était exactement comme il se devait.